shot might change the dribble. Patterson, they get the switch. Solomon Hill. Kyle, tough shot. Got it! Into the third row, he backs in. Kyle Lowry with the dagger. 108-106. Et bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Basile, bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent sur le chat. J'espère que tout fonctionne correctement. Comment vas-tu Basile ? Bah écoute, ça va très bien, et toi ? Bah ça va. Alors, j'espère que la potentielle victime juste devant chez moi se porte bien. Si elle est fan de basket, j'espère qu'elle aura l'occasion de revoir ce live une prochaine fois. Un petit peu perturbé, mais bon, on va oublier tout ce qui se passe en ce moment. On va essayer d'envoyer un maximum de bonnes ondes, de bonnes vibes. Et c'est à ça que ça sert aussi Twitch et les haters. Donc on est parti pour un petit peu comme toi la semaine dernière, pour un petit peu discuter d'un sujet au final qui nous tenait à cœur. Hein. Donc la semaine dernière, tu étais revenu sur les actus en NFL et Dieu sait qu'il y en a encore eu pas mal depuis ton dernier live. Donc je pense que tu vas pouvoir doucement t'y recoller. Là, cette fois-ci, on se retrouve pour du basket, la NBA, le 14 mars, donc c'était il y a 4 jours seulement. Stephen Curry fêtait ses 33 ans, et oui déjà, le chef Curry. Et on s'est dit que c'était l'occasion, en tout cas, je pense, de se retrouver autour d'un petit live pour en discuter un petit peu des meilleurs moments en carrière de Stephen Curry. C'est un joueur qui... l'air de rien, depuis son arrivée dans la Ligue en 2009, révolutionne clairement la NBA avec notamment ce tir à 3 points, une capacité à tirer de tous les endroits du terrain, de casser les systèmes en quelque sorte, dans le sens où, j'ai envie de dire, Curry peut... juste en passant le milieu de terrain, déjà devenir potentiellement dangereux, capacité à étirer les défenses, un jeu sans ballon aussi, peut-être parmi les meilleurs, voire peut-être même le meilleur jeu sans ballon de l'histoire. En tout cas, voilà, beaucoup de choses, des récompenses, des trophées, des titres. On va donc revoir un petit peu tout ça ensemble pendant les minutes qui viennent. On ne sait pas pour combien de temps on en aura, mais on va certainement quand même passer une bonne demi-heure, 1 heure en votre compagnie. Donc rejoignez-nous bien sûr sur Twitch, c'est le nouveau canal, en tout cas des haters. On est aussi actif, je le rappelle, sur Facebook, sur Instagram ou encore sur Twitter. Donc rejoignez-nous dans le chat, venez dire un petit bonjour, ce sera toujours sympa. On va commencer, Basile, avant de passer déjà des meilleurs moments. Je te propose de refaire un petit peu quand même le parcours et le palmarès de Stephen Curry. Stephen Curry, donc, qui est né, l'air de rien, quand même à Akron, dans l'Ohio. Donc, ça fait penser à un certain LeBron James. Il est né donc, le 14 mars en 88. Il sort de la fac de Davidson, une petite fac, l'air de rien, où il avait quand même déjà marqué les esprits, notamment lors d'une March Madness. Et ensuite, il y a eu une arrivée en NBA. L'air de rien, la première saison de l'ami Curry, les bases sont déjà là. Il y a quand même quasiment 18 points. Il y a quand même 6 passes avec plus de 4 rebonds par match. Et au niveau des pourcentages, on est sur du 46% au shoot, 44% quasiment à 3 points, 88,5% au lancer. Donc Curry installe déjà les bases de saisons qui par après vont devenir tout bonnement hallucinantes. La deuxième saison, donc en 2010-2011, lors de son année sophomore, il tourne, et c'est le meilleur pourcentage de la Ligue, à 93,4% sur la ligne des lancers francs. Ajouté à cela 48% au tir, 44% à 3 points et quasiment 19 points de moyenne, accompagné de quasiment toujours 6 passes. Alors, les inquiétudes arriveront l'année d'après, en 2011-2012, où Curry ne jouera que 23 matchs, avec notamment des soucis de cheville et de blessures. Et puis ensuite, depuis 2012-2013, là, c'est clairement la montée en régime. Il n'y a plus une saison à moins de 20 points de moyenne par match. On est même à plus de 23 pour la plupart d'entre elles. Une pointe en 2015-2017 à 30,1 points par match.
Et ici, cette saison actuellement, on a un joueur qui tourne à 29 points, plus de 5 rebonds et plus de 6 passes. Au niveau des pourcentages au tir en carrière, on est à du 48% à 2 points, enfin au tir global, et à 43,3% à 3 points, le tout avec quasiment 91% de réussite au lancer franc. Et alors au niveau du palmarès, l'air de rien, Curry figure déjà parmi, je pense, les meilleurs meneurs all-time. Ça donne 7 fois All-Star, 6 fois dans une équipe All-NBA, meilleur scoreur en 2015-2016, membre de la All-Rookie Team en 2010, double MVP, triple champion, meilleur intercepteur aussi de la Ligue en 2016. Donc, un palmarès digne des plus grands. Avant de revenir vraiment sur les moments, toi déjà, Curry, à l'état actuel, est-ce que c'est un joueur que tu suis quand même beaucoup? Est-ce que c'est un mec qui, depuis les années qu'il est là, c'est un mec que tu as forcément beaucoup regardé? Est-ce que c'est un mec qui t'inspire? Est-ce que c'est quelqu'un qui te passionne? Ou est-ce que c'est un joueur? On sait que parfois on a soit des joueurs qu'on adore beaucoup, ou des joueurs qui nous embêtent un peu de par leur style de jeu. Tu te positionnes où toi par rapport à Curry? Tu es plutôt fan ou plutôt à l'opposé? C'est un peu compliqué parce que Curry, ça a toujours été au moment, en tout cas, où il a eu son prime, on va dire, avec les Warriors et du coup ce run au NBA Finals qu'ils ont fait pendant des années, ça tombait toujours un petit peu contre LeBron et les Cavaliers. Et moi, étant fan de Irving et de LeBron, c'était un peu mon ennemi juré, donc je peux pas dire que je l'aime bien parce que justement il y a tout ce fait de ça a été le concurrent et si les Cavs n'ont pas eu plus de bagues que ça, bah, c'est un petit peu à cause de Curry. Mais tu peux pas mettre à côté, même si par affection je ne l'aime pas parce que c'était l'ennemi, mais si tu veux parler en tant que personne neutre et basketement parlant, ouais, le gars est quand même incroyable. C'est un gars qui a révolutionné tout simplement le basket, un peu comme Jordan a révolutionné son époque, un peu comme Kobe a révolutionné son époque, un peu comme LeBron l'a fait aussi. Et maintenant, il y a Curry qui a changé totalement la donne du jeu. Donc, il me semble que j'avais vu, je ne sais plus où, mais comme quoi il y avait un comparatif des tirs tentés à 3 points en 1980 et dans les années 2010. Tu vois clairement une grande tendance qui a changé et ça, c'est à cause de Curry, ou grâce à Curry. Ça dépend les personnes qui aiment, qui n'aiment pas ce style de jeu. Mais moi, c'est clair que si tu dois parler d'un point de vue basket, le gars est incroyable. C'est un des meilleurs shooters, voire le meilleur shooter de tous les temps en NBA. Il fait des trucs incroyables. Et je pense que ce qui fait le charme et ce que je peux comprendre pourquoi les gens aiment bien Stephen Curry, c'est cette facilité avec laquelle il exécute tout ce qu'il fait. On a l'impression que c'est tellement simple. Je me souviens que encore quand je faisais du basket, on essayait de shooter comme lui et la balle allait limite au-dessus de la planche. Enfin, c'est assez incroyable de voir comment, avec quelle aisance il peut dégainer si rapidement et puis comment il a cette aisance aussi de dribbler entre tous les défenseurs. Enfin, c'est assez incroyable et je pense que si on joue pas au basket, on peut pas forcément se rendre compte de ce que fait réellement Curry et c'est ça qui rend encore le truc encore plus magique parce que c'est comme à l'image d'un Michael. Michael, tu avais l'impression qu'il volait dans les airs et qu'il faisait ça avec une telle aisance, c'était si beau à regarder. Ici, on a un petit peu la même chose avec Curry, on a l'impression que c'est très simple de tirer à 3 points, de tirer du milieu de terrain et de dribbler comme ça à travers tous ses défenseurs. Alors que pas du tout, et c'est ça qui je pense, le place au rang d'un des plus grands de tous les temps en NBA. On se reposera la question peut-être un petit peu après avoir notamment déjà discuté de certains moments. On se posera la question de savoir où on place Curry dans l'histoire des meneurs. Toi, on a compris qu'il y avait ce côté un petit peu supporter de la, entre guillemets, mauvaise équipe, et donc par conséquent, on a du mal un petit C'est peu ça. à apprécier le joueur peut-être à sa juste valeur. Moi, clairement, alors, vous le savez, hein, si vous nous suivez déjà depuis quelque temps sur les haters, ou si vous me connaissez, hein, sait-on jamais, s'il y a des amis qui regardent, salut à tous. Donc, je suis pas fan de Golden State.
pas fan des Warriors, mais c'est une équipe qui, pendant 4-5 ans, m'a clairement procuré du plaisir. Une équipe qui était belle à voir jouer, avec pas mal de joueurs pour lesquels, au final, j'ai quand même une affection. Un coach aussi euh, où- qui a vraiment fourni du bon travail en la personne de Steve Kerr. Et Curry, clairement, c'est un joueur, non pas que je me lève toutes les nuits et que je regarde tous les matchs, mais c'est un joueur pour lequel, bah oui, je peux me lever la nuit pour regarder un match. C'est un joueur qui procure beaucoup de plaisir quand on est assis dans son canapé et qu'on voit justement ce qui se passe. Je sais pas, il y a vraiment quelque chose de spécial en Stephen Curry, cette capacité de pouvoir prendre feu à tout moment, de tirer de partout, tout en restant assez simple, que ce soit dans sa manière d'être, que ce soit même dans sa manière d'évoluer sur le terrain. Il y a toujours ce côté souriant. C'est vrai que c'est un peu voilà, la babyface assassin, hein, c'est clairement ça. Et puis aussi, quand on voit avec ses enfants, sa femme, son père qui regarde souvent les matchs avec aussi la maman dans les gradins, il y a vraiment ce côté aussi simple chez Curry et même autour de la famille Curry qui apporte un petit côté particulier, clairement. Et puis alors, par rapport peut-être à d'autres joueurs, ici, on a quand même encore beaucoup LeBron James qui domine. On a des Giannis Antetokounmpo, par exemple. Tu as cité Jordan auparavant. On a connu du Shaquille O'Neal, ce genre de choses. Je pense que parmi tous ceux qui ont voilà, dominé la NBA, qui l'ont pour certains même révolutionné, euh, notamment, il y a vraiment ce côté un petit peu plus personne lambda, dans le sens où Mhm. Curry n'est quand même pas le plus grand, même s'il a un physique intéressant, il fait 1m90, 83 kg, donc ça reste quand même, je vais dire, en deçà de certains standards en NBA. C'est pas celui qui saute le plus haut, c'est pas celui qui forcément fait les coast-to-coast les plus phénoménaux, hein. Salut Russell si tu nous écoutes. Mais voilà, il y a donc ce côté-là qui rajoute, je trouve, encore un truc à la superbe de Curry. C'est vraiment ce côté un peu personne lambda en quelque sorte, mais capable quand même de dominer en NBA. On reverra à travers certains moments que j'ai sélectionnés notamment, et je pense que toi aussi là-dessus. L'air de rien, Curry aussi, il y a le 3 points certes, mais il y a une capacité à jouer sans ballon, à se démarquer clairement, à lire le jeu, à se défaire des écrans notamment, qui est assez folle, et aussi une capacité à finir fort près du cercle, qui est vraiment très intéressante, et on sous-estime aussi, je trouve, beaucoup Curry là-dessus. Et alors physiquement, même si la santé a parfois joué des tours à Curry, la saison dernière, il n'a joué que 5 matchs, puis fracture au poignet. Il y a eu des petits soucis de cheville notamment, surtout en début de carrière. Par moments aussi quelques petits pépins au niveau du genou, je crois, si ma mémoire est bonne. Mais ça reste un joueur qui est tout le temps en mouvement, qui court beaucoup. Alors, c'est peut-être pas celui qui court le plus vite, et encore, Curry doit quand même être assez rapide, mais dans son jeu vraiment sans ballon, c'est vraiment dingue. Et ça demande aussi quand même beaucoup d'énergie, beaucoup de travail. Donc ça, c'est aussi quelque chose pour lequel, voilà, ce sont tout plein de petites choses qui font que Stephen Curry, c'est clairement un joueur sur lequel je vais cliquer pour regarder. Je souhaite que les Warriors soient en playoff et pourquoi pas affronter les Lakers au premier tour. Ça ne me dérangerait absolument pas, ne fût-ce que pour voir Curry en action. On a la chance de pouvoir vraiment assister au prime de Curry quand on voit que voilà, on était beaucoup trop jeune pour le prime de Jordan, même celui de LeBron. Hein, je veux dire, LeBron, on n'avait pas encore autant d'images au début des années 2010 comme on en a maintenant. Là, ici, avec Curry, voilà, on se régale. Et ça, c'est parfait. Je ne sais pas si au niveau de la présentation du bonhomme, tu avais peut-être encore quelque chose à rajouter. Ce que j'ai vu qui m'avait quand même pas mal interpellé, c'est, je pense qu'on fait partie un peu de la nouvelle génération basket. On est encore jeune. Et donc, du coup, on est quand même dans le basket assez moderne, assez show, etc., showtime. Et j'ai pu voir d'ailleurs beaucoup de gens qui se plaignaient de certaines performances de Curry, comme quoi bah, c'était plus que du tir à 3 points, qu'il n'allait plus au contact, etc. Et je pense qu'il y a deux écoles, et c'est ce qui fait un petit peu la force de Curry, parce que même s'il n'est peut-être pas apprécié par tout le monde, bah, il y a quand même ce truc qui fait que tu peux
enfin, tu peux pas ne pas l'apprécier. Il y a, comme tu l'as dit, d'ailleurs, c'est son surnom, Babyface. Il est toujours souriant. C'est rare quand tu le vois la tête baissée. On l'a vu une des seules fois où je l'ai vu vraiment baisser les bras, c'est les finales contre les Raptors, quand il perd vraiment tout le monde et qu'il se retrouve tout seul en finale. Mais c'est clair qu'il y a tout un truc qui est autour de Curry. Il est à San Francisco aussi. C'est quand même une ville qui inspire à la joie, à tout ce qui va avec. Donc, je pense que, ouais, même s'il a pas mal de haters en mode, bah, il fait que du tir à 3 points, c'est pas intéressant, il va même pas à l'anneau, niveau finition, c'est pas top. Bah, ouais, mais Curry, c'est quand même le bien-aimé. J'ai pas l'impression qu'il y a vraiment des gens qui n'aiment pas Curry. Donc, c'est un peu ce que je voulais rajouter à propos de Monsieur Steph. Je te propose de commencer tout doucement hein, Ouais. avec les meilleurs moments. On en a quand même choisi plusieurs. Moi, j'en ai pas mal, je t'avoue. Et encore, j'ai quand même trié. J'ai surtout retenu ceux qui m'ont vraiment personnellement marqué. Il y aura d'ailleurs aussi quelques highlights de Curry dans quelques instants. On poursuivra quand même aussi, bien sûr, la discussion autour de sa place dans l'histoire. Est-ce que c'est le meilleur shooter de l'histoire et où en est-il par rapport aux autres meneurs également? Pour commencer, je ne sais pas si toi, c'était un moment qui t'avait marqué. Moi, en tout cas, c'est clairement limite le premier gros match que j'ai peut-être vu de Curry, celui qui m'a le plus marqué, celui qui a peut-être fait le plus de buzz aussi autour de lui. Il faut remonter à 2013. Et lors d'un déplacement au Madison Square Garden, le Garden, l'air de rien, même si les Knicks, même si à cette époque-là, les Knicks étaient quand même assez solides en 2013, ils avaient été en demi-finale de conférence, c'était quand même les Knicks de Carmelo Anthony, Amar'e Stoudemire, Jason Kidd, Tyson Chandler, enfin, il y avait une belle équipe des Knicks à ce moment-là. On sait que le Garden, tous les grands joueurs se doivent au moins de sortir une grosse perf au Garden, ça reste la mecque du basket. Kobe Bryant, il détient d'ailleurs le record de points pour une équipe visiteuse. LeBron James a déjà sorti des gros cartons au Garden. Jordan, je pense, a fait mal aux Knicks à plus d'une reprise. Reggie Miller était limite dans son jardin. Et donc, du coup, en 2013, on a quand même un Curry qui nous plante 54 points. Donc, c'était son record de points, d'ailleurs, je pense, à l'époque. Moi, clairement, c'est l'éclosion, je trouve, de Curry. Le fait de sortir cette perf au Garden. Il y a notamment un 18 sur 28 au tir, dont un 11 sur 13 à 3 points. Vous verrez que les lignes de stats sont quasiment tout le temps les mêmes lors des gros cartons de Curry. On a un pourcentage au tir qui est très pop, et puis alors surtout à 3 points où ça prend feu de toutes parts. C'est encore un Curry qui était jeune, qui était chaussé par Nike, qui n'était pas encore le même joueur que maintenant, qui était pas, qui était peut-être pas aussi minutieux et attentionné dans sa manière de prendre les tirs, dans sa mécanique aussi. C'était pas encore aussi parfait que maintenant. Mais même en ayant encore quelques éléments à travailler c'est un peu en quelque sorte, c'est un diamant à polir. Hein. Ce match-là au Garden, ça, je pense, fait prendre conscience à tout le monde que Curry allait dominer, je pense, la NBA dans les années à venir. C'est d'ailleurs aussi un peu réellement les débuts des Warriors, hein, puisque les Warriors se sont construits notamment à travers de la draft avec donc, Curry, avec Klay Thompson, avec Draymond Green. En 2013, c'est réellement les débuts d'une équipe qui commence quand même à gagner des matchs, à être performante et à quitter vraiment les bas-fonds de la NBA. On avait toujours Mark Jackson à l'époque, qui a quand même fait du bon boulot pour commencer, avant que Steve Kerr reprenne tout ça. Mais clairement, voilà, ce match au Garden, bon moment de Stephen Curry avec ses chaussures Nike, justement, jaune et bleu. Mais on le voit, hein, il était, je trouve, un peu plus gras-galet que maintenant. Il n'avait pas autant le style que maintenant non plus, mais pourtant déjà efficace. Toi, je ne sais pas si c'était notamment un match qui t'avait peut-être quand même marqué les 54 points de Curry au Garden. Je t'avoue que c'est pas le premier truc qui me revient à l'esprit. Moi, je pense le Curry je faisais pas Golden State, pour être honnête,
j'en avais rien à cale. Genre, je savais même pas que l'équipe existait. Je crois que j'ai découvert ça sur NBA 2K en carrière quand je jouais. À un moment, je suis tombé contre les Golden State Warriors. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Après, aux premières vues, le maillot pour moi n'était pas des plus beaux. Enfin, il y a rien qui me tapait vraiment dans l'œil. Et puis, je pense que ça a été vraiment les premières finales des Warriors, moi, qui m'ont fait connaître, on va dire, Stephen Curry à mes yeux. Je sais pas si je vais peut-être retrouver justement une photo de Curry et ses premières finales. Mais moi, c'est plus ces premières finales qui m'ont vraiment dit, ah ok, il y a ce gars-là qui fait quand même du sale du côté des Warriors. Et c'est justement là que je me suis dit, il va pas mal me faire, me faire chier les Cavaliers parce que bah, ça va un petit peu mettre des bâtons dans les roues à LeBron. Et je pense que c'est à ce moment-là que je me suis un gros client en face et, et que Curry ait commencé à rentrer un petit peu dans la bouche de tout le monde. Et je pense que c'est un petit peu pour tout le monde aussi, pour tous ceux qui sont un peu plus... parce que moi, à l'époque, je vais pas dire que je suivais énormément le basket. La NBA, en tout cas, c'est vraiment à partir d'un certain moment où je me suis vraiment accroché et donc, du coup, j'ai vraiment commencé à suivre plus en profondeur. Mais je pense que pour toutes les personnes qui regardaient un peu le basket comme ça du coin de l'œil, Curry a vraiment explosé, je pense, pendant cette première finale. Enfin, il n'a pas explosé, il avait déjà explosé puisqu'il a quand même été jusqu'au final. Mais je veux dire, a vraiment montré, ok, maintenant, c'est moi un des patrons de la NBA. Et regardez ce que j'ai fait au King James en lui volant un petit peu ses finales. Donc c'est moi vraiment à ce moment-là que je me suis dit, ah ouais, il y a un sacré candidat en conférence Ouest et qui va quand même donner du fil à retordre à mes chouchous des Cavaliers. D'ailleurs, dans mes moments, j'avais sélectionné les 51 points dans un match face aux Mavs. C'était d'ailleurs en 2015. Et c'était la saison du décollage réellement des Warriors, la saison 2015-2016 de Stephen Curry. Euh, elle est, euh, elle est tout bonnement magnifique, hein, avec plus de Ouais. 30 points de moyenne. Et l'exercice juste avant, 2014-2015, avec le titre, le premier titre remporté par le Big Three Curry, Thompson, Green, cette saison-là, il y avait aussi 24 points de moyenne, quasiment 8 passes, des pourcentages aussi tout bonnement hallucinants, hein, avec un pourcentage au tir réel supérieur à 60, donc ce qui est énorme. Et donc, du coup, ce match-là en 2015, donc, qui est clairement, comme tu le disais, le décollage des Warriors, beaucoup de personnes ont commencé à suivre la NBA à ce moment-là aussi. Ça correspond aussi, en plus, au début un petit peu de la diffusion, notamment chez nous en Belgique, avec Eleven Sports, avec les médias, même en France, qui commencent réellement à suivre la NBA aussi beaucoup plus qu'à l'époque. Donc c'est vrai que on a commencé à ne voir quasiment plus que Curry tout le temps, et les Warriors aussi, avec les maillots, avec l'identité, avec la Oracle Arena aussi, qui est une salle fabuleuse. Et donc en 2015, 51 points face aux Mavs, avec notamment donc 10 tirs à 3 points, hein, dans ce match-là. Dans les cartons, clairement, Curry plante quasiment tout le temps au moins 8 ou 10 tirs à 3 points. D'une facilité déconcertante. Je vous invite à aller voir les highlights si vous ne les avez pas vus. Nous ici, c'est compliqué de les partager tous, et puis on aurait trop. Et l'émission, en tout cas ce live, durerait au moins 2-3 heures. Mais voilà, le genre de gros carton où dès que ça commence à rentrer dedans à 3 points, à la fois Curry et les Warriors sont complètement indéfendables. Et puis, ce sera le cas dans d'autres cartons aussi, et même par après, quand notamment certains Kevin Durant a rejoint les Warriors, où on avait encore plus d'éléments présents sur le terrain et de joueurs que tu ne peux pas laisser seuls. Hein. Il y a toujours eu cette capacité à Golden State, que tu aies Thompson, Green, Curry, que tu aies aussi KD en plus. Dès qu'un joueur est chaud, au final, on va jouer sur lui et on va le laisser prendre feu. Et les autres,
pour le bienfait du collectif aussi, bah justement, font ce qu'il faut pour faire briller le joueur qui est en forme. Et ça, c'est assez incroyable. On aurait pu avoir un Klay Thompson qui, de temps en temps, qui tire la couverture à lui en disant, ouais, non, mais écoute, Steph, moi aussi, je dois quand même mettre ma vingtaine de points et je dois quand même aussi monter des places dans le classement des meilleurs tireurs à 3 points. KD aurait pu aussi par moment plus tirer la couverture à lui. Même un Draymond Green pourrait par moment faire plus de stats. Hein. Ça reste quand même un super joueur. Au-delà de ça, non, il n'en est rien. Et c'est ça qui est aussi beau avec ces Warriors, même plus d'une manière globale. C'est vraiment ce côté fort collectif. Et ça, je pense que Curry y est aussi pour beaucoup. C'est un leader assez, peut-être pas charismatique comme l'était un Jordan ou même un LeBron. C'est pas un mec qui tire forcément tout le temps la couverture à lui, qui fait peut-être pas tout le temps la une des médias, qui ne lâche pas non plus les plus grosses déclats. Mais je pense que dans un vestiaire, ça doit quand même vraiment être un très bon gars et justement ce genre de leader qui fait passer le collectif avant tout. Car lui aussi a pu s'effacer par moments pour faire briller d'autres joueurs. Je pense à Klay Thompson, notamment quand celui-ci plante des gros cartons sur un carton ou 14 tirs sur un match. Donc c'est ça qui est beau aussi à voir avec ces Warriors en règle générale. Et donc quand un soir comme ça en 2015, t'as Curry qui prend feu, bah voilà, tout le monde s'écarte entre guillemets, ou alors on joue quand même le jeu on fait circuler le ballon, on trouve les décalages, le jeu sans ballon aussi de Curry. Bah, dès que celui-ci est ouvert, bah hop, on lui file la gonfle. Et alors, à chaque fois, ça tombe dedans. C'est ça qui est beau avec Curry aussi, c'est que bah, y a des pourcentages qui sont là. Ce n'est pas que arroser et de prendre un gros volume de tir pour arriver à 51 points. Non, il y a une efficacité qui est sans égale quasiment dans la ligue. Ouais, c'est clair que Curry, c'est, comme je l'ai dit juste avant, c'est quelqu'un qui a réinventé la NBA et qui a revu vraiment comment est-ce que la NBA devait être jouée. Donc c'est clair que c'est un style à part. C'est quelqu'un qui, quand il prend feu, ben, c'est très difficile à arrêter. Et on a pu voir, pour moi, tu as peut-être dit qu'il n'était pas charismatique comme un Michael ou un LeBron. Je te rejoins là-dessus, mais on va dire qu'il est plus charismatique d'une autre façon. Du moment où tu as un Curry qui va commencer, et ça s'est vu dans plusieurs matchs et dans plusieurs rencontres, quand Curry n'est pas à 100% et qui ne plante pas à 3 points, en général, les Warriors ont un petit peu plus du mal à enchaîner et à être en feu et être si inarrêtable. Et alors que quand Curry commence à planter, bah, c'est impossible de les arrêter parce que tu as un Klay Thompson après qui enchaîne. Ensuite, tu avais un Kevin Durant qui pouvait enchaîner. Tu avais Draymond Green aussi, quand il est dans un bon mood et qu'il n'envoie pas des briques, bah, peut enchaîner aussi. Donc c'est quand même assez impressionnant de voir, peut-être pas via la parole, mais via des actes qu'il fait sur le terrain, de voir comment Curry peut enflammer son équipe et enflammer aussi forcément tout un stade et tout un public. Je te propose peut-être pour un petit peu illustrer ça, de voir l'un de mes deux, pour moi, plus grands matchs de Curry. C'est 51 points en 3 quarts-temps face aux Wizards. C'était en 2019. Donc, je pense que tu dois avoir ça quelque part, où il termine à 15 sur 24 au tir. Ouais. Donc, c'est très propre et 11 sur 16 à 3 points. Vous allez voir que dans ces images-là, on voit notamment le sens du collectif Warriors aussi. Donc c'est parti. Alors j'espère que l'image reste de bonne qualité. On peut un petit peu commenter ça aussi. On a C'est vrai, et clairement ce... Ouais. tu disais en ses débuts de carrière en 2015 que le style n'était pas, qu'on le croyait un peu plus gringalet et qu'il était un petit peu moins stylé, on a envie de dire. Mais je pense que les maillots aussi avec Nike ont beaucoup changé la donne puisqu'ils sont beaucoup plus resserrés. Mais c'est vrai que Curry, c'est une dégaine aussi un petit peu très particulière, un peu arrogant sur le terrain. Et c'est ça qui rajoute encore plus
de magie aux joueurs. Et là, ici, clairement, ce match-là, ce qui est fou, c'est que il y a 51 points en seulement 3 quarts-temps. Déjà là, tout ce qui se passe, c'est que sur le premier quart-temps, où il prend déjà complètement feu, les tirs pleuvent de partout. Sur transition, juste on pose un dribble, on tire. Il y a quand même de l'attaque du cercle aussi. Il suffit de voir aussi les réactions. C'est là qu'on voit à chaque fois que les Warriors avaient un groupe qui vivait bien. C'est que... et là, ici, regarde, il y a faute. Il balance quand même un année-lieu, un lay-up qui tombe quand même dedans. Ce qui est fou aussi, d'ailleurs, si vous regardez notamment les highlights complets de ce match-là sur YouTube, le commentateur, l'un des commentateurs du match, dit il suffit de regarder l'échauffement et vous revoyez ce qu'on voit à l'échauffement, notamment en match, puisque Curry répète ses gammes à chaque fois et ça tombe tout le temps dedans. Et là, clairement, rien que ce premier quart-temps vaut de l'or et ensuite, on va voir ce qui va se passer aussi dans le troisième quart. Mais il y a vraiment cette faculté chez Curry, quand il prend feu comme ça, de voilà, partout à 3 points, ça tombe dedans, que ce soit suite à un mouvement de balle collectif ou je pose un dribble, je traverse à peine le milieu de terrain et hop, je tire. Capacité aussi à finir fort près du cercle, à aller chercher les lancers. Puis après, tu as l'impression que voilà, dès qu'il tire, c'est comme si j'étais un galet dans la mer. Hein. C'est assez fou. Il sait aller chercher les fautes quand même. C'est ça qui est fort avec Curry. Ça, par contre, on n'en a pas assez parlé. Je trouve qu'on n'en parle pas assez de sa capacité à finir vraiment fort près du cercle. C'est un excellent finisseur, l'air de rien, Curry. Là, ici, voilà. C'était. Et puis l'Oracle Arena. Hein. Là, clairement, l'absence de public maintenant, ça se fait sentir. Mais même dans la nouvelle salle, pas certain qu'on ait ce même rendu. L'Oracle Arena était vraiment assez dingue, je trouve. C'est une salle où le public était assez proche du parquet et je trouve qu'il y avait une ambiance qui était très 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 chaude à l'Oracle Arena. Donc là ici voilà, on voit KD qui file la balle à Curry et hop, tiens vas-y. Et puis regarde le score aussi, hein, il y avait 10 points d'écart et puis un petit coup de chaud et plusieurs grosses actions de Curry et le match tu passes à plus 20, plus 25 et c'est plié. Donc il y a aussi cette faculté-là à vraiment tuer des matchs en milieu de troisième quart sur un gros coup de chaud, sur 2-3 actions. Celui-là, il est tout simplement magnifique. Hein. Le petit décalage et bim, la petite réaction près du public. Voilà, ça c'est le Curry que clairement j'aime et je trouve que c'est un joueur qui est fabuleux. Là, voilà, à peine on passe le milieu de terrain, je me décale et hop. Tu comprends à la tête du défenseur, je crois que c'était Satoransky, que tu peux faire ce que tu veux. Donc voilà, ça c'est le premier gros match de Curry, c'était en 2019, donc c'était encore assez récent. Il y avait toujours KD, hein, donc c'était vraiment peut-être la meilleure équipe des Warriors de l'histoire et une des toutes meilleures équipes. 51 points en 3 quarts-temps et voilà. Ce match-là, clairement, ces highlights, ils illustrent tout ce que peut faire Curry sur un match et représentent tout ce que pouvaient faire les Warriors aussi sur un match, c'est-à-dire on laisse le joueur chaud, Kevin Durant va laisser la place à Curry, Klay Thompson va laisser la place à Curry. Et alors, voilà, quand il est comme ça, c'est inarrêtable et c'est magnifique à voir. Je me rappelle ce match-là. Voilà, quand on assiste à ça, c'est clairement, on sait pourquoi on est resté éveillé. Et je pense aussi qui est pas retransmissible à travers la télé. Enfin, ça, je sais pas si tu l'as déjà vu jouer sur un parquet, vu que tu as déjà assisté à des matchs NBA. Mais je pense que le fait aussi de se rendre compte en vrai, de voir, parce qu'il faut se dire que si vous allez peut-être vous aller voir des matchs ici en Belgique ou en Europe, la ligne des 3 points est quand même fort rapprochée, c'est presque à tir mi-distance en NBA. Et donc la ligne à 3 points est déjà encore reculée. Et quand tu vois un Curry qui tire encore 2-3 pas derrière la ligne des 3 points, de voir ça en vrai, ça doit être quand même assez impressionnant. Moi, je me souviens que déjà quand je jouais au basket, quand je voyais des gars prendre des shots à 3 points et que ça faisait ficelle, c'est déjà assez impressionnant et déjà assez satisfaisant. Alors de voir un Curry qui te met des filoches presque du milieu de terrain, entre le milieu de terrain et la ligne à 3 points, en total déséquilibre, ça doit être quand même assez spectaculaire à voir et ça m'étonne pas que le public prend feu et que même Curry prend feu parce que
je pense que ça reste un humain après tout. Et quand tu rentres ça, tu dois quand même te sortir God mode. Donc, ça doit être assez satisfaisant. Et même chose, hein, au niveau des réactions, je trouve qu'il n'y en a jamais trop. Ça reste toujours assez bon enfant quand même. Ouais. Donc, mais c'est clair que voilà, il y a ce côté aussi, bah oui, capable de tirer de partout. Je l'ai jamais vu en vrai. J'aurais pu aller le voir, mais les places étaient vraiment beaucoup trop chères. Je pense aussi ce qui doit être intéressant, c'est d'aller voir même depuis l'échauffement. Hein, Stephen Mhm. Curry, on le disait, qui répète ses gammes avant le match. Ça, c'est quelque chose. Je pense qu'il a même aussi finalement rendu les échauffements d'avant-match intéressants, puisque auparavant personne ne s'y intéressait. Et depuis son éclosion et son explosion, bah, on avait même à chaque fois, avant chaque match des Warriors, quelques highlights de tiens, Curry a rentré un tir depuis la buvette. Ah, tiens, il a rentré 3 tirs du milieu de terrain. Ou c'est layup justement en cloche là qu'il balance à 10 mètres au-dessus du plexi et qui retombe dedans. Donc, il a aussi amené ça. Il a amené un petit peu ce côté vraiment à l'américaine, clairement, un petit peu ce côté chaud, mais même au-delà du match. Avant déjà ça commence. Et c'est ça qui est intéressant avec Curry aussi, c'est qu'il y a du talent, certes, mais il y a vraiment un gros bosseur derrière, parce que notamment les échauffements sont là pour le montrer. C'est un mec qui répète à chaque fois ses gammes. Si Curry est aussi efficace, même du milieu du terrain, bah, c'est pas étranger, c'est pas par hasard. Ok, il a un don qui est voilà, d'être un excellent shooter. Il est issu d'une famille où le papa était déjà très efficace en NBA dans les années 90. Son frère aussi est de la même veine, hein, puisque Seth Curry est peut-être limite encore plus efficace que le grand frère Stephen, même si les volumes ne sont pas les mêmes et la carrière n'est pas la même. Donc il y a certes ce don-là, mais il y a du travail aussi derrière. Donc ça, c'était clairement le premier match. Je ne sais pas sur quoi tu veux éventuellement enchaîner au niveau des moments Curry. Il me semble qu'en off, tu me parlais quand même Ouais. beaucoup de 2016. Je ne sais pas si tu voulais déjà l'évoquer Moi, ou pas. j'avais un move, je l'ai ici. Attendez, je vais vous partager ça. C'est un move qui est marqué, j'ai envie de dire. C'est tout simplement contre les Clippers, qui sont peut-être une des proies favorites de Monsieur Stephen Curry. Mais c'est tout simplement le cross sur Chris Paul. Je trouve qu'il est magique. Il part de rien, et puis ficelle. Et t'as même le stade, je trouve. C'est quand même assez impressionnant. T'es quand même au Staples Center, et même le Staples Center se lève en mode waouh. Il a quand même fait tomber Chris Paul. Il a mis Chris Paul sur des patins. Et, et c'est là qu'on voit la rapidité d'exécution, l'efficacité aussi. Il y a pas un move de trop, il n'y a pas un move qui est excessif. On voit bien que c'est, mais comme tu l'as dit, c'est travaillé. Et il n'y a pas d'excès. C'est ça que j'ai envie de dire. Il va pas dribbler pour dribbler. Il va vraiment dribbler à bon escient. Et pour se créer justement un espace pour pouvoir tirer et armer la gâchette. Et je pense que c'est ce qui fait aussi la force de Curry. Et un autre aussi, de nouveau, toujours contre les Clippers, un clip qui m'a énormément fait tirer mes cheveux, un peu comme Steve Kerr justement. C'est de nouveau contre les Clippers où il va commencer à dribbler, mais dans toute la défense. Je trouve ça, Ça, je l'avais vu en direct, ce match-là. mais je trouve ça C'était d'ailleurs, totalement je pense, incroyable. je crois que c'était en 2015 aussi d'ailleurs. Je crois que c'était la même saison avec ce maillot bleu bien dégueulasse à manches Ouais. des Clippers. C'était la fin d'Adidas qui a pas toujours été aspirée, je trouve. C'était là, franchement, on pourrait faire un top des pires maillots. Ce maillot bleu clair comme ça était vraiment d'une à gerber. Quand on voit la largeur Et, des shorts aussi avec les petits logos nautiques, c'était vraiment horrible. et c'est Mais cette ouais, image-là la que règle. je. Ouais. Moi, ça me fait vraiment rire parce que, ayant joué au basket, je sais bien que quand tu tentes ce genre de truc, ton coach il va te dire tu peux le tenter.
Si tu le réussis, tant mieux pour toi. Si tu le rates, tu sors. Et Curry, il a le culot de se dire, bah ouais, je dribble toute la défense, je recule à 3 points, ils sont 3 sur moi, mais je tire quand même un total déséquilibre. Ça va rentrer, tracasse. Et je trouve ça quand même assez insolent, et ça fait partie du personnage aussi. Et tout ça, tout simplement, je trouve ça complètement dingue C'était et révolutionnaire. Et pour moi, c'est vraiment cette saison-là qui a vraiment où Curry a explosé tout simplement parce qu'il faisait des actions comme on vient de voir et tu te dis mais d'où est-ce qu'il sort quoi? Parce que ouais. moi, ça a vraiment été en fait, j'ai jamais entendu parler des Warriors parce qu'ils faisaient pas grand-chose. Enfin, ils étaient plus médiatisés. Et puis il y a eu cette saison-là où on a vraiment, je pense, Curry a endiablé les médias et on a fait que de parler de lui. Et moi, ça a vraiment été en mode, mais d'où est-ce qu'il sort? Je pensais que c'était un rookie même. Et ça me renseignant par après que je me suis dit, mais il sort d'où? Qu'est-ce qu'il a foutu pendant tant d'années en NBA? Donc, et c'est par après en me renseignant que ouais, j'ai vu qu'il avait eu des débuts compliqués avec des blessures, etc. Mais de ma perspective, je pense que ça montre à quel point justement Stephen Curry est encore plus grand et encore on ne croit parce que bah, justement il nous sort des actions comme ça où tu te dis mais comment est-ce que ça rentre quoi. Ouais. Il y a aussi, tu parlais tout à l'heure, je trouve que c'est vrai qu'il y a un petit côté assez sobre chez Curry qui ressort. Et à l'image de ses actions, il y a à la fois un côté un petit peu, comme tu le disais, un autre joueur va tenter ça, il va peut-être se retrouver l'action d'après sur le banc parce que c'est pas vraiment entre guillemets dans les règles du basket. On sort clairement du code, on sort clairement des règles aussi. Peut-être que dans les années 90 ou dans les années 80 où on était beaucoup plus carré, c'était impossible de voir ça. Mais il y a, à l'image de ces deux actions, il y a une telle variété chez Curry qui le rend vraiment excitant et j'ai l'impression qu'on ne se lasse pas de Stephen Curry. J'étais en train de penser à ça avec notamment James Harden. Il y a eu quand même aussi pas mal d'affrontements entre les Warriors et les Rockets. Et James Harden est un joueur qui, notamment lors de ses derniers matchs avec les Rockets, est un petit peu devenu saoulant. Mm-hmm. Beaucoup le disent même qui reconnaissent que Harden est très fort, mais qu'il n'est pas beau à avoir joué. Car il y avait un côté fort répétitif tout le temps, step back à 3 points. Euh, Très forceur. j'ai la balle et il ne se passe pas vraiment beaucoup de choses non plus autour. Alors que Stephen Curry, ben, il y a à la fois des crosses, il y a à la fois, ben, je vais peut-être un petit peu courir partout sur le terrain pour me finalement tirer quand même et ça rentre. Il y a du jeu sans ballon, il y a ce côté collectif souriant aussi, etc. Donc il y a une variété qui finalement rend le joueur finalement beau à regarder. Et je pense que c'était pareil avec Michael Jordan, qui était fort athlétique, mais on voyait à la fois du tir à mi-distance, on voyait des dunks, des lay-ups spectaculaires, de temps en temps aussi du tir à 3 points. Kobe Bryant aussi illustrait, je trouve ça à merveille, avec une panoplie exceptionnelle offensivement. Euh, alors, LeBron James s'en rapproche un peu maintenant, même si à l'époque, c'était peut-être un peu moins ça, par exemple. Mais donc, oui, il y avait une telle variété, notamment. C'est ce qui rend aussi le joueur beau à regarder et le fait aussi d'aimer ça. Ça me fait un peu penser, par exemple, au début des années, enfin, courant des années 2000, à notamment les Suns de Steve Nash, c'est qu'il y avait ce côté un petit peu, voilà, basket champagne qui ressort. Donc voilà. Ici, tu as montré deux highlights, notamment face aux Ouais. Clippers. Et c'est vrai que bah, ces deux-là faisaient partie. Le deuxième, où il met le tir après avoir fait un petit slalom dans la défense, je m'attendais à le sortir en tant que match référence de Curry. Et en fait, pas du tout. Ce match-là, je crois qu'il ne met que 12 points avec un pourcentage assez dégueu. C'est limite un de ses seuls tirs à 3 points du match. Mais c'est une action qui reste assez mythique finalement de Curry. Il y en aura pas mal des moments d'ailleurs par rapport aux Clippers. Je ne sais pas si tu veux qu'on rentre dans la brèche et qu'on continue avec Curry et les Clippers. Mais je pense que les Clippers sont la victime favorite de Curry. Avant de montrer peut-être la deuxième vidéo avec les highlights que j'avais sélectionnés, bah, en 2018, il y a un match à 45 points avec 8 tirs à 3 points. En 2020-2021, donc cette saison, il colle quand même 38 points et 11 passes avec 9 tirs à 3 points face aux Clippers.
Et là, pourtant, il y avait Kawhi, alors qu'avant ça, c'était surtout avec Chris Paul ou encore Blake Griffin. En 2017, il met 43 points, dont 25 points dans le troisième quart-temps. En 2015, 40 points et 11 rebonds également. Donc, il y a eu l'action avec ce fameux tir à 3 points que tu as vu. Le crossover face à Chris Paul et les Warriors, je crois, l'emportent quand même à Los Angeles et 27 points de Curry. On a eu aussi du 44 points, 10 passes dans un match en 2018. Enfin, je pense que à chaque fois que Curry rencontre les Clippers, je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que c'était Doc Rivers? Est-ce que c'était Chris Paul? Est-ce que c'était Beverley par après? J'en sais rien. Est-ce que ce sont les maillots, les couleurs? Mais il aura à chaque fois mis la sauce. Et alors, je te propose notamment peut-être de regarder la deuxième vague de highlights que j'avais sélectionné. Donc, c'était un match face aux Clippers où vous allez le voir, le match est plié en 3 quarts-temps. Et de nouveau. Alors là, c'était un maillot à manches, donc on était toujours avec Adidas, mais je le trouvais pas si moche que ça, le maillot des Warriors. Je crois que c'était un maillot pour le Nouvel An chinois. Donc de nouveau, on a un premier carton qui est déjà bien solide, comme il faut. Les bases sont là. Regarde-moi ça, le dribble, l'attaque du cercle, c'est le jeu sans ballon, le démarquage, hop. Ça, c'est... Avec le magnifique jeu d'écran aussi, c'est du travail de... Steve Kerr a fait un travail phénoménal avec cette équipe pour... On voit aussi KD, par exemple, les actions sont dingues parce que Kevin Durant défend très très dur, et puis là, hop, c'était notamment aussi ça qui était exceptionnel. Il y a plus 20 à la mi-temps, mais sur une action, même si ça tire du milieu du terrain, tu as à la fois le travail en défense de KD, qui se sacrifie pour l'équipe, on prend le rebond, et puis alors après, et on voit aussi la joie de vivre du vestiaire, enfin, c'était assez ouf, quoi. Et hop. Ficelle, elle touche même pas l'arceau en plus. De temps en temps, un petit tir à mi-distance. De nouveau, ça dribble un peu partout, ça va attaquer le cercle et ça finit très très fort aussi. C'est ça qui est fou avec Curry. Comme je le dis, j'apprécie vraiment beaucoup. Le démarquage, la petite passe aussi quand il faut de temps en temps, le sens collectif. Là, je crois que c'est Klay Thompson qui ressort parfaitement. Le petit décalage. Ça fait ficelle. Et là, on a une action où ça part de Klay Thompson qui ressort, Green qui fait l'extra passe, tout le collectif des Warriors. Klay Thompson aurait pu finir au cercle, Green aurait pu tirer, il était tout seul. Et non. Et là, ça continue. Le numéro 2 qui en peut plus. Ouais. Je crois qu'on verra aussi sur la toute dernière action, c'est JJ Redick qui court, qui fait un close-out, on le verra, je crois, la dernière. Je pense pas que ce soit celle-là, non. Il leur fait la totale sur ce match-là. Et l'écart qui grimpe, ce sont quand même les Clippers en face. Et il y a plus 40 après 3 quarts-temps. Là, de nouveau, remise en jeu. C'est là-dessus, je crois. Il va y avoir un Curry qui va se retrouver un peu seul. Je crois que c'est l'action d'après. Voilà, déjà, voilà, un écran, hop, juste derrière l'écran. Il a quand même la main du défenseur qui est pas mal mise. C'est, je crois, sur celle-là, je ne sais plus. Ouais, c'est sur celle-là. JJ Redick qui fait le close-out, mais complètement en mode allez, c'est bon, quoi. Il y en a marre. La dernière image, c'est justement avec JJ Redick qu'on voit. On voit le mec dans son visage qu'il est. Regarde, JJ Redick qui court, mais c'est le désespoir. C'est allez, c'est bon, quoi. Rentrons au vestiaire. je mets la main pour pas me faire engueuler par le coach. C'est ça qui est fou. Et sur ce match-là aussi, pour moi, ce sont les deux matchs que je préfère de Stephen Curry. Donc, à la fois face aux Wizards, comme on a vu tout à l'heure, et ici face aux Clippers. Là, en plus, face aux Clippers, il y a quand même une certaine rivalité quand même, puisque ce sont des équipes qui se sont beaucoup affrontées en playoff. Je crois qu'en 2014, il y a une série, d'ailleurs, c'est la dernière de Mark Jackson avec les Warriors, où les Clippers gagnaient en 7. Déjà à ce moment-là. Ensuite, ils se retrouvent, tu as des actions où notamment Curry qui cross Chris Paul qui le met par terre. Et on a notamment un match pareil où en 3 quarts-temps, le match est complètement plié, où le stade prend complètement feu. Curry te met
rendre des tirs de partout. Et alors, tu as vraiment ce côté où, à l'image de JJ Redick qu'on voit, tu as beau faire tout ce que tu veux, tu as beau à la fois parfois bien défendre, mettre la main comme il faut, ou parfois le désespoir parce que le mec est quand même tout seul alors que tu penses quand même bien défendre sur l'action, puis au final, un moment de distraction, un mauvais écran ou un écran retard, etc. Et hop, tu te fais sanctionner et tu as beau faire tout ce que tu veux. Curry, quand il est chaud, il est complètement inarrêtable. C'est ça qui est vraiment beau à voir. Et puis, à chaque fois, il y a ce côté un peu partage, il y a ce côté collectif aussi. L'action, comme je le disais, avec Thompson qui écarte sur Irene, l'extra passe, ça illustre aussi à merveille ce qu'était le basket des Warriors. C'est vrai que la NBA, c'est beaucoup les stars et c'est parfois le côté individuel, le fait de dominer son adversaire, du 1 contre 1, etc. Mais les Warriors avaient vraiment cette force-là. C'est que au-delà d'avoir des individualités exceptionnelles, il y avait un vrai fond de jeu et cette capacité à nourrir le mec qui avait la main chaude. Ce soir-là, c'était Curry. Du coup, tous les ballons, en tout cas, ne passent pas que par lui, mais finissent dans ses mains pour prendre le dernier tir, et ça rentre à chaque fois. Donc, et puis alors, il y a le tir du milieu du terrain qui est... Voilà, je me souviens d'avoir vu la headlight, c'est pas la même chose. Quand on se lève, je sais pas toi, par exemple, mais moi quand je me lève le matin, la première chose que je fais, c'est que je regarde notamment les résultats en NBA, en NHL, quand il y a du baseball aussi, bien sûr, et en NFL également, même si c'est que le week-end, alors que la NBA, la NHL et la MLB, c'est tous les jours. Quand il y a ce genre d'action, ou quand tu vois sur Twitter que on te tweet et que dans ton fil d'actu, tu as 15 tweets sur Curry, tu te dis, ah, il s'est passé quelque chose. Et moi, du coup, je vais quand même regarder la highlight, je tape directement Curry versus Clippers, et puis quand j'ai vu ça, je me suis dit, qu'est-ce que tu veux, quoi, qu'est-ce que tu veux faire, quoi. Et je comprends pourquoi la toile s'emballe aussi. Il y a aussi ce côté-là avec Curry, on n'en a pas encore parlé, c'est qu'il y a aussi l'ère Twitter, notamment. C'est peut-être le joueur qui est venu le plus avec l'ère de Twitter aussi, qui a peut-être aussi permis à des gens de plus suivre la NBA encore que ça ne l'était auparavant. Donc Curry est peut-être aussi le joueur de l'époque Twitter également. Il y a un truc aussi que je voulais rajouter sur Curry, c'est que ce qui rend la chose encore plus incroyable, c'est que tu sais qu'il va shooter à 3 points, tu sais qu'il va déclencher à 3 points, tu sais qu'il va se démarquer pour créer de l'espace à 3 points, et t'arrives quand même pas à l'arrêter. C'est ça qui est encore plus beau, je trouve. Et même si tu vas bien défendre, que ta main elle sera dans son visage et que tu peux pas être plus proche de lui, il va te la mettre, et ça détruit le moral d'une défense. Tu peux pas après te dire l'action d'après, allez c'est bon je l'ai, parce qu'il va te sortir un autre move, tu seras dans le vent, et après tu vas j'ai l'impression que Curry, quand il veut, il y a beaucoup, il y a souvent quand il veut, mais il détruit vraiment pas par la parole ou comme certains joueurs pourraient le faire en trash talk, etc. Mais vraiment par ses actions sur le terrain, il prouve que je suis plus fort que toi, et peu importe ce que tu feras, tu n'y arriveras pas, reste dans ton coin et reviens essayer plus tard. Et une image qui montre vraiment ça, et comme tu l'as dit, ici on l'a vu avec JJ Redick qui passe comme ça à côté de lui vraiment pour mettre la main. C'était une image, et je m'en souviendrai je pense toute ma vie. C'est au All-Star Game quand il y avait Curry contre Klay, et que Curry avait mis la sauce à Klay Thompson, et que tu as le commentateur qui dit Klay Thompson maintenant comprend ce que c'est de se manger les Warriors tous les soirs, et ça je pense que c'était drôle à voir, parce que jamais tu aurais pu t'imaginer, parce que je pense que même un Klay Thompson ne pouvait même pas forcément s'imaginer ce que c'était de se bouffer du Warriors, du tir à 3 points tous les soirs, et de n'avoir aucune solution. Et je pense que peut-être Klay Thompson il s'est dit, ah ouais putain, il faut s'accrocher quand on nous joue, quoi. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment marquant, parce qu'on a vraiment vu Klay Thompson en mode vraiment saoulé de Curry, en mode putain tu me les casses là, alors que Klay Thompson est quand même un très bon défenseur sur le shoot extérieur. Et là, Curry jouait avec lui comme si c'était son petit toutou. Et ça m'avait vraiment fait rire de voir Klay désespéré comme ça face à Curry. Maintenant, c'était un All-Star Game, donc ça enlève un petit peu tout drama, etc. Mais quand même, de voir Klay Thompson, qui est le splash bro de
de Curry être saoulé comme ça de l'insolence de Curry à 3 points, c'est assez flagrant de la grandeur de ce shooter. Est-ce que, parce que bon, à mon avis, il y a plusieurs joueurs qui peuvent être cités, mais quand tu es un rookie, que tu débarques en NBA, et tu sais que tu vas affronter les Warriors pour la première fois, tu es meneur, et tu sais que tu vas devoir te coltiner Curry, est-ce que c'est quand même pas l'un des pires matchs que tu vas passer de peut-être même toute ta vie? Dans le sens où, alors, ok, tu sais plus ou moins ce qu'il va faire, et encore, mais ce qui est assez fou aussi, c'est que Curry, tu vas devoir le suivre dans tous les écrans, tu vas devoir le suivre, notamment quand il fait des coupes derrière la ligne de fond, parfois qui court vraiment quasiment, il fait toute une boucle de plusieurs dizaines de mètres. Tu dois te dire quand même, putain, déjà, je vais prendre la sauce, hein, puisque c'est quasiment quand même systématique, hein, tu as quasiment tout le temps 30 points, tu as du 3 points, etc. Mais en plus, je vais devoir courir et courir et courir et courir, me manger des écrans, le voir et plus le voir sur l'action d'après, parce que ah bah, tiens, il est déjà parti, il a déjà reçu le ballon, alors que moi, je suis toujours pris dans l'écran 10 mètres plus loin, etc. Est-ce que c'est pas le pire match? Parce que tu vas affronter un James Harden, par exemple, on en parlait tout à l'heure, en soi, notamment le Harden de Houston, hein, surtout, parce que c'est vrai que le Harden de Brooklyn a l'air un petit peu de se réinventer. Alors certes, tu vas peut-être prendre la sauce parce que le mec est trop fort, mais bon, entre guillemets, tu vas faire que du 1 contre 1. Tu ne vas pas vraiment devoir courir partout, aller dans les écrans, faire un côté puis l'autre, l'essuie-glace, etc. Que quand tu dois suivre Curry, tu fais un marathon en fait. Et Ouais, ça doit c'est vrai. clairement être pas évident, quoi. Il faudrait une fois demander si un jour on a la chance d'avoir même un Frank Ntilikina ou que sais-je, hein. Je pense qu'affronter Curry, c'est un petit peu comme Damien Lillard au final, hein. C'est aussi Ouais. des mecs en plus, ils sont capables de tirer de partout. Donc tu peux même pas vraiment dire, allez, je vais revenir et je vais laisser Curry tranquille passer le milieu du terrain, je lui laisse quelques mètres, c'est pas grave. Non, tu es obligé d'être à ses fesses tout le temps parce que le mec peut armer à 10 mètres sans problème, ça fait filoche quand même. Donc c'est ça qui doit être horrible pour les défenseurs. Je pense que la mentalité, quand tu à un niveau comme ça, même si tu es rookie, justement, tu vas peut-être passer le pire match de ta vie. Ça, c'est clair et net. Mais tu as peut-être ce côté aussi où ils se disent, hey, j'ai Steph en face, si je fais quelque chose, on va parler de moi partout. Et je pense qu'il y a peut-être ce côté-là que eux, ils rentrent avec ce mindset sur le terrain. Maintenant, dans, en action, ça doit être autre chose. Mais ouais, je pense qu'il y a ça et aussi le fait, c'est con, mais quand je joue à NBA 2K en carrière, quand je joue meneur sur Curry, tu peux pas lui laisser un centimètre parce que même sur 2K, il va dégainer. Et donc j'imagine même pas dans la vraie vie, tu dois tout le temps le suivre. Il y a un moment, tu dois en avoir juste plein le cul de le suivre parce que tu t'as pas un moment de répit en fait. Et ça, je pense que c'est les défenses. Et on avait pu le voir avec LeBron qui, lors des finales, disait on va pas solidifier notre défense, on va plus miser l'attaque contre l'attaque. C'est ça qui est compliqué. Je pense que LeBron avait compris que ça servait à rien de non plus jouer défensif, trop défensif sur les Warriors parce que bah, si Curry ne met pas, bah, il décale sur un Clay qui peut être isolé, et puis Clay il peut décaler sur un Durant, il peut décaler sur un Drummond. Enfin, c'est ça qui était devenu fou avec les Warriors, et je pense qu'il doit être encore plus un calvaire pour toutes les défenses en général. Mais c'est clair que quand tu es sur Curry, tu te dis, je pense même toi en tant que joueur, tu te dis, ah, j'ai enfin réussi à avoir Curry, puis tu te retournes, tu vois Clay qui enchaîne et qui dégaine à 3 points et qui le met, et putain les gars, j'ai fait tout ça pour rien, quoi. Donc c'est vrai que ça doit être assez relou de jouer cette équipe des Warriors, en tout cas l'équipe d'il y a 2-3 ans. Je ne sais pas Avec si. Ouais. ouais. Je ne sais pas si toi tu as encore des moments, Curry. Ouais, j'en avais un, et je sais plus quel game c'est, mais c'était en tout cas pendant les finales de conférence OKC contre les Warriors, avec un match où Curry nous sort 46 points, et c'est 46 points mais de folie, qui sortent justement les Warriors un peu du trou et qui les permettent du coup d'enchaîner sur les games jusqu'au Game 7, qui a un petit peu scellé justement le match et qui les a
fait aller en finale. Je vais vous partager ça. Attendez. Tac, tac, tac. Mais moi, je trouve que c'est un match. Et en plus, je trouve que c'est un match qui était assez innovant parce que c'était un des premiers matchs où on voyait la ligne à 3 points qui s'allumait en rouge lorsque le point a été validé à 3 points. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui n'a pas souvent été repris et qui a été un petit peu abandonné par la NBA. Alors, je ne sais pas si c'est compliqué à faire ou non, mais je trouve que c'est tout simplement assez intéressant d'avoir justement cet outil-là pour justement les personnes qui découvrent un peu la NBA. D'ailleurs, on le voit là que du coup, la ligne à 3 points s'allume en rouge. C'était pas si mal finalement. Le fait d'avoir je trouve que ça rajoute. Je l'avais aussi ce match-là, et pour corriger un petit peu ce que tu disais, c'est pas pendant les playoffs ce match-là, c'était un match de saison régulière, mais c'est lors de la fameuse saison 2016 où les Warriors font le 73-9, où ils terminent MVP unanime. Et ce match-là, c'est 14 sur 24, dont 12 sur 16 à 3 points. Donc en fait, Curry ne met quasiment que des 3 points sur le match. C'est tout bonnement hallucinant. Mais ce match-là, il est... Et alors, c'est surtout le dernier tir avec la réaction de Mike Breen, le commentateur d'ESPN, qui est historique, qui est vraiment rentré dans les annales. Si tu savais peut-être passer ne fût-ce que ce dernier shoot qui a fait le tour du monde. On l'a déjà vu et revu, mais on ne s'en lasse jamais. Et c'est surtout parfois... Certains joueurs, on s'en lasse un peu. Parfois, je t'avoue que James Harden, je me rematch. Non pas que j'ai une dent contre Harden, loin de là, c'est vrai que je parle beaucoup d'Harden, mais c'est vrai qu'en même temps, les deux mecs se sont quand même beaucoup affrontés ces dernières années. Mais c'est rare que je me refasse vraiment des matchs ou des highlights de James Harden à la peine. Alors qu'avec Curry, ça m'arrive. Donc il y a un côté où, en tout cas, moi personnellement, je ne m'en lasse pas. Et pour revenir sur l'action que je vais mettre, il y a aussi le commentateur, comme tu l'as dit, avec qui dit en gros, il décide de ne pas prendre le time-out, et tu te dis mais qu'est-ce qu'il fout, et puis t'as Curry qui te sort le 3 points et t'es là, ah ouais, ok, je comprends pourquoi il prend pas le temps mort, mais on va regarder ça. Je sais pas si le son ira trop fort. C'était un vrai bon match. C'est vrai que les Warriors, ils ont quand même eu les Clippers, le Thunder et aussi les Rockets. Il y a quand même eu quelques beaux affrontements. C'était une conférence Ouest. Là, c'était quand même le Thunder de KD, Westbrook. Westbrook on the drive, falling away, won't go. Rebound taken by Iguodala. Voilà. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! With 0.6 of a second remaining. C'est... Voilà. D'un côté, on a entre guillemets le mauvais choix de Westbrook. C'est un peu un pléonasme, mais ça illustre. Et puis de l'autre côté, alors certains diront oui, au départ, attends, qu'est-ce qu'il fait Curry? Il prend pas de temps mort alors qu'il pourrait. Mais au final, c'est un très bon choix. Et puis ce tir de 10 mètres. Hein. On a à la fois Westbrook, un peu casse-croûte. Hein. Et puis, hop, du logo. Je pense que tous les fans qui étaient dans la salle ce jour-là, qu'ils soient fans d'OKC ou pas, se souviennent de ce match-là. Je pense que c'est un match que tu ne peux pas oublier quand tu étais là-bas en direct. Et même si tu es fan d'OKC, tu te dis qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire là-dessus? Alors, rien que de revoir les images, ça m'a donné des frissons. C'est vrai. Et c'est vrai que ce qui a juste un tout petit peu dommage avec 2016, c'est que les Warriors ne vont pas chercher le titre. Maintenant, l'histoire n'aurait peut-être pas été la même, puisque s'ils vont peut-être chercher le titre, au final, il n'y aurait peut-être pas eu cette grosse rivalité Cavs-Warriors, il n'y aurait peut-être pas eu KD à Golden State, peut-être que les Warriors se seraient arrêtés à 2 titres seulement, allons savoir, j'en sais rien, peut-être que KD serait toujours à OKC et que le Thunder aurait gagné, enfin, des si, on met Paris en bouteille. Mais c'est vrai que ce match-là aussi, je ne l'ai pas mis dans
vraiment mes deux moments. Je voulais peut-être un petit peu sortir. C'était peut-être pas trop facile, mais je sais qu'on était nombreux à y penser. Mais en tout cas, voilà. De nouveau, ce tir-là de la gagne, il y a un côté assez actif aussi chez Curry où bah, il va pas hésiter à prendre le tir, il va pas se poser de questions. Voilà, il a confiance en lui. Moi, j'avais encore quelques petits moments quand même, et l'air de rien, bah, il y a un career high qui est tombé cette saison, qui est à hauteur de 62 points. C'était face aux Blazers, notamment d'un certain Damien Lillard, à 18 sur 31 au tir, dont 8 sur 16 à 3 points et 18 sur 19 au lancer franc. Ce qui est dommage, c'est que bah, c'était dans la nouvelle salle et sans public. Je pense que si ça avait été... Alors, on ne sait pas finalement ce que ça donne, la nouvelle salle des Warriors avec du public. Est-ce que l'ambiance est aussi chaude ou pas? Elle sera aussi chaude que l'Oracle Arena? On n'en sait rien. Mais je n'ose imaginer 62 points de Curry à l'Oracle Arena avec une salle bondée. Ça aurait été des étincelles, ça aurait été merveilleux. Donc ça aussi, c'est quand même un moment assez dingue. Et puis bah, Curry a quand même tapé la barre des 60. Hein. Ça reste quand même une barre importante où seuls vraiment les tout grands parviennent à la taper. J'avais aussi retenu un match à 49 points face aux Celtics en 2018. Je crois que c'était les Celtics d'Isaiah Thomas, si ma mémoire est bonne, où il y avait peut-être déjà Jason Tatum notamment, à 16 sur 24 au tir, donc la propreté, 8 sur 13 à 3 points, 9 sur 10 au lancer. Ça, c'est ça quelque chose qui va rester, qui va vraiment rester, je pense, à tout jamais avec Curry. C'est cette propreté dans tous ses cartons. Ça tape les 45, les 50, les 60, mais ça reste très propre. Ça ne prend pas un nombre de tirs démesuré. Ça ne prend pas 50 tirs comme Kobe lors de son dernier match, par exemple. Ça n'arrose pas. Ça ne prend pas du 5 sur 15 ou du 5 sur 20 à 3 points. Non, ça reste vraiment raisonnable, mais propre. Et partout, que ce soit au tir global à 3 points ou au lancer franc. Donc c'est à chaque fois l'impression d'avoir la partition parfaite en fait avec Curry. Donc c'est oui, c'est en tout cas moi ce que je sais. Je sais pas si tu avais encore un moment Curry ou pas. J'en Si ai on a un. fait le tour des moments, vas-y. Attends. Mais moi j'en ai un. Et c'est peut-être le Curry qui moi m'agace. Certes, voilà, on lui a fait des éloges. C'est un joueur qui est incroyable. Oui. Mais c'est la passe qu'il fait dans le game 6 ou game, je sais plus quel game c'est. Game Contre 7, alors face aux il me Cavs semble, quand ils il me semble perdent. que c'est game C'est Game 7 7. face Ouais. aux Cavs, où il fait une passe, mais c'est là que tu te dis, en fait, c'est ça le problème avec Curry, c'est qu'il cherche tellement, et je pense que c'est de nature de son instinct, il cherche tellement à faire le show, et je sais même pas s'il cherche à le faire, mais je pense que c'est dans sa nature de faire le show et de toujours plus et de toujours être pas dans l'excès, mais je sais pas comment vraiment expliquer ça, mais de toujours faire plus de show. Et là, c'est vraiment la passe qui a été de trop. Je vais peut-être la trouver sur YouTube parce que en image, c'est pas trop ça. Et c'est, je pense, une passe qui n'a pas lieu d'être à ce moment-là du match. Alors c'est C'est une un tournant décision de ce Game 7. Hein. C'était, et moi c'est je me rappelle. clairement, ouais. Je me rappelle vraiment très bien, j'étais dans le carré cette fois-là pour regarder le match avec un des anciens chroniqueurs, Valentin, qui nous regarde peut-être, sait-on jamais, salut Val, si c'est le cas. Et c'était une fin de match super tendue, c'était 89-89 je crois, il y avait quasiment pas eu de panier inscrit dans les 3 dernières minutes. Et alors, bah, tu as d'abord effectivement cette passe dans le dos qui finit au premier rang de la tribune. Dans les supporters courtside. Derrière, tu as notamment le fameux compte de LeBron et ensuite le tir de Curry, justement, sur Curry. Alors à ce moment-là, j'étais non pas plutôt fan des Warriors parce que j'ai pas une affection particulière, mais de base, je suis pas fan de LeBron James. Alors maintenant, je le deviens de par respect pour la carrière du bonhomme et puis il porte le maillot quand même des Lakers, mais c'est sûr que ça m'avait un petit peu saoulé quand même. Et puis bah, c'était l'histoire qui s'échappe, hein, puisqu'on aurait pu vraiment clôturer la plus belle saison de l'histoire. Ça n'a pas été le cas, mais ces finales étaient vraiment hallucinantes. Hein. Ces finales étaient hallucinantes et ce sont parmi les plus beaux moments que j'ai pu
que j'ai pu voir, clairement. Ce Moi, ça a match-là, été... c'était pas le plus beau Game 7, mais Non. Mais ouais, comme tu l'as dit, je pense que c'est une... Voilà, c'est cette passe-ci. ouais, Genre... Et je pense que ça a vraiment été un tournant du match parce que quand on voit le score, il mène. euh, Et je pense que c'est ce que beaucoup de gens ont critiqué à Curry, c'est peut-être son manque de bonnes décisions dans les bons moments. Ici, on peut voir qu'il tente à 3 points, il est même pas collé à la ligne à 3 points, il est un peu trop reculé. Et c'est, je pense, l'ancien Curry, et je pense qu'il a beaucoup appris de justement ce moment, de faire les bonnes décisions et de ne pas chercher le showtime à des moments où il faut pas. C'est comme ici, voilà, on tente de nouveau un tir qui n'a pas lieu d'être. Certes, quand t'es chaud, c'est cool, ça rentre. Mais après, quand on voit ce qui s'ensuit et comment le match a terminé, bah, ça te coûte après, est-ce un qu'on petit peut peu reprocher la à finale. Curry Donc, de prendre ses tirs? Ça reste Curry, donc c'est bon. Après, c'est un débat, mais c'est vrai que les 5 dernières minutes, ça se fait, si on les revoit maintenant, on sera là en mode putain, les mecs ils mettent pas un panier ni quoi que ce soit, mais il y avait une telle tension et sur le moment même, ouais. ça reste un des matchs les plus incroyables que j'ai vu, clairement. Mais je Voilà. pense que dans ce désarroi, j'ai envie de dire, dans ce moment de choke, on va dire, de sa carrière, je pense qu'il en a retiré quelque chose et qu'il l'a rendu encore meilleur les années d'après. Et c'est ça aussi qui est remarquable avec Curry, c'est qu'il y a eu l'arrivée de Durant et il s'est pas mis dans l'ombre de Durant du tout. Il s'est quand même créé sa place à côté de Durant et ils ont joué ensemble. Et je pense que certes, maintenant que Durant est parti, on va de nouveau revoir le Curry comme on l'a vu avant Durant, qui va vraiment être le chef de cette équipe et qui va prendre la majorité des tirs. Mais je pense que tu le verras pas non plus faire des décisions comme justement dans ce Game 7 des finales avec une passe derrière le dos. Et c'est ça qui lui manquait peut-être justement pour être un des meilleurs enfin, un des meilleurs en NBA parce que quand tu prends la comparaison avec peut-être un LeBron ou un Kobe ou un Michael, dans les moments où il faut assurer, tu t'amuses pas à faire le show. Tu reviens à tes basiques, tu fais une passe normale ou tu cherches à aller chercher la faute. Quand c'est des trucs dans des situations comme ça où tu mets, enfin, tu cherches à mieux gérer ton match. Et ici, je pense que ça a été un grand tournoi et aussi une pilule difficile à avaler de la part des Warriors qui, l'année d'après, se sont un petit peu vengés justement de cette erreur au Game 7. Ouais. Et donc c'est vrai que l'histoire, à mon avis, ne serait pas la même. Effectivement, en tout cas, je pense qu'on a fait un petit peu le tour justement des différents moments Curry. Deux questions. On avait un petit peu lancé ce live là-dessus. Tout d'abord, sa place parmi les tireurs à 3 points. On sait que c'est le deuxième en nombre de 3 points inscrits, mais il se rapproche à même pas 200 tirs, je crois, maintenant de Ray Allen. Donc c'est un record qui va tomber dans un an maintenant, hein, maximum. À moins qu'il y ait des graves blessures et que les saisons dues au Covid ne durent qu'une trentaine, quarantaine de matchs à chaque fois. Est-ce que c'est le meilleur tireur à 3 points de l'histoire? Est-ce que c'est le meilleur tireur? On peut même agrandir la discussion. C'est le meilleur shooter all-time. Je pense clairement on peut dire oui. Et puis, c'est assez courant maintenant en NBA. C'est plus tu vieillis et plus tu ajustes ton tir à 3 points. Donc Curry a encore largement le temps de devenir, de passer numéro 1 parce que pour moi, il est encore dans son prime et il peut encore se permettre d'avoir ce style de jeu assez dynamique avec beaucoup de dribbles en allant au cercle et en tirant à 3 points. Et peut-être que dans 5 ans, il deviendra plus un role player à s'écarter tout simplement et à prendre le shoot et à tirer. Et je pense que un peu à l'image d'un Ray Allen, hein, le Ray Allen du côté du Heat, c'est ce qu'il faisait. Hein, c'était un gars qui s'écartait, qui prenait un shoot à 3 points et c'est tout. C'était pas un gars qui allait à l'anneau, alors que Ray Allen allait à l'anneau à l'époque. Donc je pense que à ce niveau-là, sur les 200 tirs, on n'a pas de souci à se faire et Curry dépassera Ray Allen.
Mais pour moi, ce qui rend encore plus le fait que ce soit un des meilleurs tireurs, le meilleur tireur, c'est que Ray Allen, certes, il avait une mécanique et un style de shoot qui était parfait. C'est très beau à voir et il n'y en a pas deux comme lui. Mais Curry, je pense, tu as un autre niveau et tu as l'évolution un cran au-dessus de Ray Allen parce que tout simplement, Curry peut prendre un shoot de n'importe où. C'est un gars qui va tirer trois pas derrière la ligne à 3 points, alors qu'à Ray Allen, j'ai pas le souvenir qu'il nous sortait des tirs comme ça. Ray Allen, c'était vraiment le gars qui, tu le laisses derrière la ligne de 3 points, tracasse, ça rentre. Alors que Steph Curry, il va se créer son shoot lui-même, il va aller chercher un petit peu le défenseur, il va peut-être aussi tirer du milieu de terrain. Enfin, c'est ça qui est fou avec Stephen Curry, c'est peu importe où il se trouve sur le terrain, c'est une menace et il peut tirer. Donc c'est ça que je trouve qui le rend encore plus haut que Ray Allen. Bah, moi, je suis d'accord. Alors, je pense qu'il y a d'autres joueurs hein, qui peuvent rentrer dans la discussion là, de Ray Allen. Reggie Miller, par exemple, Larry Bird, Klay Thompson aussi. Même Damian Lillard est en train aussi tout doucement de devenir un joueur très sérieux dans cette discussion. Dirk Nowitzki, on l'oublie, c'est un intérieur, mais Dirk Nowitzki est un fabuleux tireur avec aussi son one leg fadeaway. Mais c'est clair que moi aussi, Curry est déjà à l'heure actuelle, même si sa carrière s'arrête et qu'il n'est pas number one en nombre de tirs à 3 points rentrés, c'est pour moi le meilleur shooter de l'histoire, de par aussi la révolution qu'il a amené, comme tu le disais très bien, le fait de pouvoir tirer de partout, d'être une menace constante, et puis d'être le leader à chaque fois de son équipe et d'être celui par qui, entre guillemets, tout passe. Ray Allen, bon, ok, il y a eu plusieurs passages intéressants, Milwaukee, Seattle notamment, mais depuis Boston, et donc sur la deuxième partie de sa carrière, c'était un role player. C'était pas un mec par qui tous les systèmes passaient. Alors oui, c'était un mec clutch, capable quand même de porter son équipe à lui tout seul quand il le fallait, capable de sortir les tirs quand il les fallait pour gagner des matchs ou pour la sortir un petit peu de la mouise, mais c'était pas tout le temps la superstar de son équipe, c'était un role player. À l'époque des Celtics, c'était quand même surtout d'abord Paul Pierce et puis même Kevin Garnett, c'était un petit peu le numéro 3, Ray Allen. Du côté de Miami, même s'il rentre peut-être le tir le plus clutch de l'histoire en finale, ou un des plus clutch en tout cas, bah, il était, je sais pas moi, 4, 5, 6e larron hein, finalement. Hein, il n'était même pas tout le temps starter en plus, puisque tu avais Dwayne Wade, tu avais bien sûr LeBron, tu avais Chris Bosh notamment, donc tu avais quand même pas mal de joueurs très solides. Donc, alors que Curry, bah, c'est le number one. Et en plus, au niveau des volumes, c'est ça aussi qui est impressionnant, c'est que les volumes sont dingues, l'efficacité est dingue, le nombre de tirs rentrés est dingue. Et je pense également, comme tu le disais un petit peu, que Curry va encore pouvoir durer quelques années, même si physiquement, il y a peut-être déjà eu quelques petits pépins qui vont l'empêcher d'aller jusqu'à 40 passés, j'en sais rien, mais je pense qu'il peut encore durer quelques saisons. Euh, il a un style de jeu où, au final, j'ai pas l'impression qu'il mette tant que ça à contribution, ses articulations. Quand on voit un petit peu Russell Westbrook, les quelques soucis qu'il a eu, notamment au début de la saison, avec justement les genoux qui grincent, quand on voit Blake Griffin, qui est peut-être déjà en fin de carrière, à 32 ans, Curry a un style de jeu pour moi qui peut lui permettre de durer un petit peu à la Steve Nash. Steve Nash a quand même joué jusqu'à 40 ans passés, avec certes beaucoup de mouvements, mais ça reste finalement des efforts. C'est de l'endurance surtout principalement, et l'endurance, tu peux être super endurant à 50 ans, 60 ans, ça ne posera aucun problème. Alors que quand tu as un jeu qui est fort basé sur les qualités athlétiques, coucou Russell Westbrook, coucou Blake Griffin, coucou Derrick Rose, bah c'est compliqué de te réinventer comme ça quand tu n'as pas non plus un tir super efficace, notamment quand tu n'as pas des fondamentaux aussi solides que ce que Curry a. Donc, je pense qu'il peut encore nous sortir quelques saisons. Il va largement taper la barre des 3003 points. Je pense qu'en ayant vu un petit peu les chiffres, il me semble qu'il lui faudrait, je pense, aller une petite trentaine de matchs la saison prochaine en régulière pour taper le record de Ray Allen, je crois. Donc, c'est-à-dire que je pense que d'ici peut-être 60 matchs, je pense que ça devrait être battu. J'ai pas envie de me tromper, je m'avance pas trop à 100% là-dessus, mais allez, d'ici 100 matchs maximum, il devient le meilleur tireur. Donc, autrement dit, la saison prochaine, c'est plié. Donc,
Donc ouais, c'est assez lourd. La dernière chose sur laquelle on va terminer ce live, qui je l'espère, vous aura plu. On espère avoir aussi des réactions par après et des suggestions aussi, pourquoi pas, de futurs lives. La place de Curry parmi les meilleurs meneurs de l'histoire, tu le mettrais où, toi? Parce que bon, il y a quand même du Magic Johnson, il y a du Isaiah Thomas, donc celui de Détroit, bien sûr, hein, pas le. C'est Isaiah Thomas, même exactement. Il y a du John Stockton, il y a du Steve Nash, il y a du Jason Kidd, il y a du, pourquoi pas, Tony Parker, je ne sais pas. Tu le mets où, toi? Chris Paul, si, potentiellement. Bonne question. C'est compliqué. Je vais le mettre chez... Parce que, certes, il est meneur de jeu. Maintenant, il n'a pas un style de meneur de jeu. Il a un style à part, j'ai envie de dire. Parce que quand tu le compares, j'ai vu beaucoup de débats justement à ce sujet de qui, notamment lors des finales entre les Cavs et les Warriors, qui était le meilleur meneur de jeu entre les deux équipes. Et beaucoup de gens citaient Kyrie en dehors de ce débat et ne citaient pas Curry parce que Kyrie a peut-être plus un style de jeu de meneur alors que Curry a plus un style à part entière, un petit peu comme un LeBron au final a un style à part entière. Maintenant, je pense que vu que oui, il est meneur de jeu, vu sa taille, vu son rôle quand même dans l'équipe, c'est quand même compliqué. Je le mettrais au moins top 10, je pense. Ça, c'est clair et net. Largement, je pense qu'il rentre quand même assez facilement dans un top 5. Mais il faudrait que je vois un top 5 actuel de qui est-ce qu'il y a en tant que meneur top 5 en all-time pour vraiment me dire qui est-ce que tu peux mettre derrière Curry et qui tu peux mettre qui tu peux mettre Curry devant justement. Peut-être regarder. Je regarde ici, je tape sur Google ça. Best Point Guard NBA. Encore faut-il NBA Top 10 All Time. Bon, il y en a eu plein. Hein, je pense à Trash Talk qui a fait ses Top 10. Alors, bon, je suis absolument pas d'accord avec Bleacher Report qui lance tout d'abord Isaiah Thomas numéro 10. Je trouve que c'est un scandale. Ça commence mal. Russell Westbrook peut être dans un top 10, c'est vrai. Il a quand même Oscar Robertson, Steve Nash, ça on l'a déjà cité. Jason Kidd, on l'a cité aussi. Stockton, on l'a cité. Chris Paul, oui. Même si Jerry West est parfois considéré comme un arrière aussi. Robertson, Stephen Curry et Magic Johnson. Moi, clairement, Curry, avec le palmarès qui est en train de devenir le sien quand même, je pense qu'il a la bataille avec Isaiah Thomas. Pour moi, c'est Magic Johnson en 1, mais pour le moment, indéboulonnable. Et je pense que de par l'aura et la marque qu'a eu Johnson dans l'histoire, c'est un petit peu au même titre que Michael Jordan, ce sera pour moi indéboulonnable. Il y aurait même quelqu'un qui va gagner 10 titres NBA, à moins de tourner à 50 points de moyenne par match. J'ai du mal à voir quelqu'un déloger Magic Johnson. Mais pour moi, derrière, tu as soit Isaiah Thomas ou Curry. Je mets Curry devant Jason Kidd, je mets Curry devant Stockton, car il y a palmarès finalement plus fourni avec des titres, chose que n'a pas Stockton, même si c'est le meilleur passeur et le meilleur intercepteur all-time. Devant Steve Nash, qui a la même chose, palmarès. Westbrook, Chris Paul, ça pour moi c'est derrière. Oscar Robertson, il y a une saison en triple-double, certes, mais palmarès qui n'est pas assez fourni, je trouve. Jerry West, c'est le logo, mais même chose, il n'a pas assez de titres. Il y a beaucoup de finales, mais un titre seulement. Donc, clairement, pour moi, j'ai envie de dire qu'il y a 3 titres de champion et 2 titres de MVP quand même chez Curry. Double MVP, il n'y a que Steve Nash et au moins Magic Johnson, je crois, dans les meneurs. Il n'y a pas d'autres meneurs qui a été plus de 2 fois MVP. 3 fois champion, je crois qu'il n'y a que Magic Johnson, dans ceux qu'on a cités, qui a plus que 3 bagues. Donc, autrement dit,
ce sont des critères importants. Meilleur shooter aussi all-time et de loin. Révolution quand même de la NBA. Ouais. Donc pour moi, je trouve qu'il est numéro 2. C'est encore un peu chaud comme ça, on l'a pas bossé, mais moi je le verrais numéro 2 dans ma liste. Maintenant, s'il y en a qui veulent quand même mettre Isaiah Thomas devant Curry, je peux l'admettre. Hein. Isaiah Thomas, c'était super super fort dans les années 80, c'était le leader des Bad Boys, il a marqué aussi toute une génération. Mais peut-être qu'au niveau du palmarès, l'air de rien Curry, triple champion, double MVP, MVP unanime aussi. Ça fait beaucoup de cases qui sont cochées. Il manque un MVP des finales maintenant. Bon, est-ce que le MVP des finales, est-ce que c'est le plus déterminant des trophées à avoir dans son armoire, surtout quand tu as été MVP, quand tu as battu des records comme le fait Curry? Je ne sais pas. Ça pourrait être, pourquoi pas, une petite case en plus à cocher. Mais voilà. Donc toi, tu le places où, toi? Top 5 minimum? Ouais, top 5 minimum. Et c'est vrai qu'avec la liste que tu viens de nous citer, certes, tu as des très bons meneurs, mais ils n'ont pas le même palmarès. Donc ça joue dans la balance et ouais, je pense que je le mets quand même dans un top 3. Moi, je pense que mon top 5, ça serait on pourra peut-être le faire une fois à l'occasion, même le lundi par exemple. Je crois que ça serait Magic, Curry, Isaiah Thomas, Stockton et Jason Kidd. Comme ça, je pense. Stockton, il est quand même très très lourd. Hein. Là, on s'éloigne de Curry, mais il y a quand même ce record à la passe et aux interceptions. Je crois que le meneur qui va aller chercher ça n'est pas encore né. Mais bon, en tout cas, voilà un petit peu ce qui va clôturer. Je pense qu'on a fait le tour. Je ne sais pas si tu as encore quelque chose à rajouter. Je pense qu'on a quand même passé déjà ici, il y en 1h30. Le temps passe vite quand on est en live comme ça sur Twitch, un peu en mode discussion autour d'un comptoir, hein, l'air de rien. Je ne sais pas si ça t'a plu. En tout cas, moi, c'est vrai que c'était une première et j'ai pris beaucoup de plaisir. On va essayer de réitérer ça. Peut-être que prochainement, tu vas nous sortir un petit live NFL avec les nouvelles actus encore. Ouais. Je vais me coller aussi à la preview en MLB, puisque oui, la saison MLB va bientôt reprendre. J'ai déjà réfléchi à quelques concepts, notamment de preview. Il y aura ça aussi en extra sur le Twitch des haters. Je pense qu'on peut tout doucement se quitter en ayant un petit peu suivi le live. Vous étiez quand même quelques personnes, comme un petit peu à l'image du live NFL. Bon, personne n'est venu nous parler, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on est en train d'installer tout doucement les bases de ce que vont devenir les haters dans le futur. On vous rappelle le rendez-vous du lundi, 18h30. Ça, c'est l'indéboulonnable rendez-vous du lundi, également sur Facebook. Et puis, donc, à l'occasion, un petit live aussi sur Twitch. On va certainement aussi proposer d'autres contenus. Pourquoi pas un jour du gaming, pourquoi pas d'autres choses aussi, des chroniques plus historiques, des top 10, des top 5, des discussions sur l'actu, pourquoi pas aussi tout doucement des lives, des matchs commentés en live, des invités. En tout cas, voilà, on vous réserve de belles choses. Portez-vous bien, ça c'est le plus important. On vous souhaite une excellente fin de soirée et on peut se dire à bientôt, Basile.